Si vous voulez bien regagner vos places, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Alfred Marie-Jeanne. La question s'adresse à Madame Georges-Paul Langevin, ministre des Outre-mer. Madame la ministre, dans un communiqué du 29 avril 2015, la Commission européenne a manifesté son intention d'entamer contre la France une procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne en matière de pollution atmosphérique. À ma grande surprise, parmi les 10 zones dépassant les limites maximales journalières, il y a la Martinique. Le degré de pollution atteint souvent 10 sur une échelle de 10. Les mesures qui s'imposent depuis 2005 auraient dû répondre à l'objectif de limitation de l'exposition de la population aux particules fines. Des procédures d'alerte ont été instaurées face aux facteurs polluants tels la brume de sable saharienne, ajoutée à cela la production d'énergie imposée à partir du cocktail fuel-charbon. Les autorités de l'État reconnaissent qu'il existe un réel problème de santé publique. Madame la ministre, quelles mesures comptez-vous prendre pour lutter contre cette pollution qui perdure, augmente et ne cesse de faire des ravages en Martinique? Merci. La parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, en effet, la Martinique a été classée parmi 10 zones les plus polluées et la Commission européenne a demandé des actions efficaces dans cette direction-là. Je crois pouvoir vous dire que les actions sont en cours. Les élus de la Martinique ont beaucoup travaillé. Le président de région, d'ailleurs, avec lequel j'ai signé un objectif de territoire à énergie positive, s'engage dans une programmation permettant les véhicules propres de se déployer sur la Martinique. Et en particulier, c'est le premier endroit au monde où a été installé un système de recharge de véhicules électriques à partir de l'électricité photovoltaïque. Et donc, ce que je vous propose, c'est que dans le cadre de l'appel à projets sur les villes et territoires respirables, la Martinique puisse s'engager en développant les transports électriques, les transports propres, le covoiturage, des petits moyens de transport collectif propres également. Bref, que vous puissiez vous saisir de tous les outils que j'ai mis en place ce matin, d'ailleurs dans le cadre du plan national de lutte contre la pollution de l'air, à l'occasion de la réunion du Conseil national de la propreté de l'air. Et je crois que nous avons maintenant les moyens de vous aider à réaliser des objectifs très importants, à la fois en termes de protection de l'environnement, mais surtout de protection de la santé publique. Merci Madame. La parole est à Monsieur Olivier Falorni. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, nous avons appris que la Russie avait dressé une liste noire. Une liste noire interdisant à 89 personnalités européennes d'entrer sur son territoire et sur laquelle figurent 4 Français, dont notre collègue Bruno Le Roux. Certains d'entre eux y ont vu avec ironie une forme d'hommage à leur engagement pour la démocratie. Il n'en reste pas moins que cette décision, elle n'est pas acceptable. Les républicains que nous sommes tous ici ne peuvent tolérer ces tentatives d'intimidation que sont devenues la stratégie de M. Poutine sur le plan international. Et il est indispensable que les députés français, tous les députés français, affirment aujourd'hui avec force et au-delà des clivages partisans leur refus, notre refus face à ce qui est une déclaration d'hostilité manifeste, car à travers notre collègue président de groupe, c'est toute la représentation nationale que l'on attaque. Et je veux vous dire, Monsieur le Président, que nous approuvons votre décision ferme, celle de maintenir la présence de notre collègue Le Roux au sein de la délégation parlementaire que vous mènerez en Russie en juin prochain. Ce sera donc au Kremlin d'assumer ses responsabilités. Alors, Monsieur le Ministre, je veux vous demander quelle est la position de la France sur ce dossier. Il est certes important
que notre pays ait une relation solide et sereine avec la Russie, mais cela suppose qu'elle cesse de dépasser en permanence les limites du tolérable. Et Monsieur le Ministre, cette liste noire est une ligne jaune de franchie, une de plus, une de trop. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le député, vous avez rappelé très clairement le contexte de cette décision et le contenu de la décision. Vous me demandez quelle est la position du gouvernement français. La position du gouvernement français est évidemment de condamner cette décision. Ça va de soi. Qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Qu'est-ce qui se passe en Russie? Il y a des tensions extrêmement fortes et le travail qui doit être le nôtre, qui est le nôtre, en tout cas celui des Français et des Allemands, vous savez, dans le format de Normandie, c'est d'aller vers une désescalade et demander aux uns et aux autres, je veux dire aux Russes et aux Ukrainiens, de s'abstenir de toute provocation et de faire en sorte que l'accord de Minsk II soit respecté. Et ce type de mesure ne va évidemment pas dans ce sens, donc nous ne pouvons que condamner cette décision. Merci. La parole est à Monsieur Dominique Dorde. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, alors que le chômage battait hier un nouveau record historique, il y avait quelque chose d'indécent et de pathétique à entendre vos ministres continuer à nous dire qu'il finirait bien par baisser. Ça fait 3 ans, en effet, que tel le coq chante clair dans l'œuvre de Rostand, le président de la République lui-même nous dit que grâce aux mesures que vous prenez, le jour va finir par revenir sur la France. Et ça fait 3 ans que nous nous enfonçons toujours plus dans la nuit. Le contexte est pourtant favorable comme jamais. La Banque centrale européenne nous sert sur un plateau un euro à un niveau historiquement bas. Grâce aux liquidités qu'elle injecte, les marchés financiers, que vous détestez tant, vous offrent des taux d'intérêt jamais connus et le pétrole est au plus bas. C'est donc bien à cause de votre politique que les Français sont privés des fruits de cette croissance inespérée. Et vous proposez quoi? 100 000 emplois subventionnés de plus. Et pourquoi pas 3 millions? Vous avez matraqué les ménages, vous avez matraqué les entreprises, vous avez matraqué les collectivités et vous proposez de rien changer du tout. Vous avez cassé en même temps la consommation et l'investissement et on ne change rien. Notre marché du travail est d'une rigidité inouïe et on ne change toujours rien. Monsieur le Premier ministre, les Français sont désespérés et ils ont bien compris, quant à eux, que le jour ne reviendra sur la France que le jour où vous partirez. Entre le chant du coq, si net, si fier, si péremptoire, et le chant du cygne, ils ont fait leur choix. Merci. La parole est à Monsieur François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Dominique Dorde. Si vous aviez un bilan excellent, que vous veniez aujourd'hui donner des leçons, cela se comprendrait. Mais inlassablement, mois après mois, depuis 2008, le chômage a augmenté. Et c'est ainsi que, sous votre présidence, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, le chômage a augmenté de 750 000 depuis le mois d'août 2008 jusqu'en 2012. Et je ne compte pas les chômeurs que vous avez laissés en partant au mois de mai 2012, à travers tous les plans sociaux que vous n'avez pas eu le courage d'assumer et que vous avez repoussés, comme le déclarait lui-même l'ancien Premier ministre, M. Fillon. Alors, quelle est la réalité aujourd'hui? La réalité est la suivante. La conjoncture économique s'améliore, incontestablement. On croirait que cela est pour vous un moment désagréable que d'entendre cela. Effectivement, les chiffres sont là. La croissance du premier trimestre a été de plus 0,6, ce qui est supérieur à la moyenne des autres pays européens. Vous le savez très bien.
la croissance du pouvoir d'achat l'année dernière a été de plus de 1%. Oui, ce sont les chiffres. Continuez à vociférer. Ça ne changera rien à l'explication que je vais vous donner. Et vous savez très bien qu'il y a un décalage entre la croissance vécue sur le terrain et la création d'emplois. C'est pourquoi, à travers votre question, c'est un message d'espoir que je voudrais envoyer aux Françaises et aux Français. Oui, le gouvernement agit et vous avez tort de vous manquer des emplois aidés quand on sait comment vous les avez utilisés. Merci, monsieur le ministre. La parole, s'il vous plaît, on a changé de question. On a changé de question et je donne la parole à madame Seba Dagoma. S'il vous plaît. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Avec stupéfaction, nous avons appris il y a quelques jours l'existence d'une liste noire de 89 personnalités européennes interdites de séjour en Russie. À ce jour, aucune explication n'a été fournie par les autorités russes quant aux critères et aux processus qui ont présidé à son établissement. Sur cette liste figurent pour la France Bruno Le Roux, Bernard-Henri Lévy, Daniel Cohn-Bendit et Henri Malos. En l'état, il s'agit donc d'une mesure arbitraire que l'on ne peut considérer que comme une manœuvre d'intimidation ou de rétorsion de la part du président russe Vladimir Poutine face aux sanctions imposées par l'Union européenne en réponse à la politique du Kremlin en Ukraine. Chers collègues, de toute évidence, la présence de Bruno Le Roux, notre président de groupe, ne doit rien au hasard. Notre groupe a fait connaître avec constance son opposition à l'intervention russe en Ukraine, approuvé les sanctions prises contre le régime du président Vladimir Poutine et milité pour une solution diplomatique et pacifique à cette crise. Par ailleurs, notre groupe est à l'origine d'une demande de commission d'enquête parlementaire sur le financement du Front National, notamment via d'importants emprunts contractés auprès d'une banque russe. Si tel était le motif, nous serions en présence d'une intolérable ingérence dans notre travail parlementaire. En tout état de cause, il est parfaitement choquant et tout à fait injustifiable qu'un élu, président de groupe parlementaire dans une grande démocratie comme la France, puisse faire l'objet d'un semblable traitement. Nous saluons la réaction du président Barthelone et appelons l'ensemble des groupes à dénoncer avec force ce procédé. Monsieur le Premier ministre, quelle suite la France entend-elle donner à cette affaire? Merci. La parole est à monsieur le ministre des Affaires étrangères. Madame la députée, vous avez rappelé les conditions dans lesquelles nous avons appris, bien que la décision n'ait pas été notifiée au gouvernement français, que 4 de nos compatriotes faisaient partie de ce qu'on doit appeler une liste de proscrits, et en particulier le président de votre groupe. Je veux être tout à fait clair. Le gouvernement français condamne fermement et totalement cette décision. Pour une raison simple, il n'y a aucun fondement. Et en plus, nous sommes à un moment, je l'ai dit en répondant à un de vos collègues, où il faut essayer d'obtenir une désescalade dans les relations entre les uns et les autres. Et ce type de décision, au demeurant infondée, accroît la tension au lieu de la diminuer. Madame la députée, ma réponse est simple. La France est une puissance indépendante, c'est une puissance de liberté et elle condamne cette décision. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Éric Ciotti. Merci, monsieur le président. Ce matin, la commission d'enquête parlementaire sur le suivi des individus et des filières djihadistes a rendu ses conclusions. Des conclusions qui appellent à la vigilance et à la mobilisation. La France est une cible, peut-être la plus exposée au monde face au terrorisme. 1700 Français impliqués dans des filières djihadistes, 450 sur place en Syrie, 200 qui sont retournés, 500 qui s'apprêtent ou qui sont en partance. Ces chiffres ont été multipliés par 3 depuis janvier 2014. Ils appellent, monsieur le Premier ministre, une mobilisation de tous les instants. C'est l'objet des conclusions de notre rapport, du rapport de Patrick Mennucci, approuvé à l'unanimité par les membres de cette commission. Ce que nous vous demandons aujourd'hui, monsieur le Premier ministre, c'est de mettre en place un véritable cadre d'action contre le terrorisme qui ne soit pas en permanence à la remorque des événements. Nous avons mesuré aussi que beaucoup de temps, trop de temps a été perdu, notamment au moment de l'affaire Mera,
où le précédent gouvernement, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, avait souhaité une grande loi contre le terrorisme. Vous l'aviez alors refusé à quelques semaines de l'élection présidentielle. Nous avons toujours soutenu ces propositions. Aujourd'hui, au moment où le père de Mera est retourné en France de façon scandaleuse, au moment où la conférence contre Daesh se réunit, nous appelons à cette grande loi cadre, à cette grande loi de programmation pluriannuelle contre le terrorisme qui fera que nous ne serons plus en permanence en retard contre les événements, mais que nous aurons cette capacité non pas à les limiter totalement, mais du moins à y apporter des réponses les plus efficaces et les plus Merci, pertinentes. Monsieur Ciotti. La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Monsieur le député Éric Ciotti, vous avez fait avec votre commission un travail très important. Vous l'avez fait dans un esprit d'unité et vous l'avez fait avec la volonté de faire en sorte que le Parlement, dans toutes ses sensibilités, parvienne à faire des propositions utiles. Et je veux saluer le travail du rapporteur, Patrick Mennucci, qui a fait un rapport absolument excellent et qui doit être salué pour la pertinence de ses propositions. Vous nous invitez à agir. Je veux rappeler ce que nous avons fait depuis 2012. Il y a eu pas moins de 3 lois destinées à agir contre le terrorisme depuis 2012. Une première présentée par Manuel Valls lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, une seconde qui a été votée au mois de novembre 2014, une troisième qui est actuellement en discussion et qui permettra à nos services de renseignement, avec davantage de contrôle s'exerçant sur eux, d'être plus efficaces dans la lutte contre le terrorisme en mobilisant des techniques qui permettront de prévenir des actes. Vous appelez à ce que nous anticipions en donnant les moyens aux services. Mais qu'avons-nous fait depuis 2012 en créant 432 postes au sein de la Direction générale de la sécurité intérieure, en abondant de 12 millions d'euros le budget de cette direction pour faire en sorte qu'elle ait les moyens d'agir, en créant cette direction, en la rattachant directement au ministère de l'Intérieur, en décidant au mois de janvier d'abonder ces créations de postes de 1500 postes, dont 1000 pour les services de renseignement, 500 dans le service du renseignement territorial, 500 au sein de la Direction générale de la sécurité intérieure. Qu'avons-nous fait si ce n'est d'anticiper lorsque nous avons décidé d'augmenter les moyens budgétaires de l'ensemble de nos services sur 2 ans de 233 millions d'euros pour leur permettre de récupérer un retard accumulé depuis de longues années en matière d'acquisition de véhicules, de numérisation, de modernisation de leur système informatique. Donc ce que vous proposez, et je m'en réjouis d'ailleurs, c'est ce que nous faisons et c'est la raison pour laquelle, sans doute, ce rapport a été adopté à l'unanimité des groupes de l'Assemblée nationale. Face au terrorisme, la plus grande fermeté s'impose, la plus grande détermination La aussi. parole est à Monsieur Jean-Christophe Fromentin. Merci, Monsieur le Premier ministre. Ma question porte sur la combinaison de 2 chiffres qui sont commentés depuis un certain temps, depuis quelques jours, à la fois ceux du chômage, on en a parlé, et également ceux du commerce extérieur. Et je pense qu'il n'est pas inintéressant de vous poser la question sur la corrélation, la combinaison de ces 2 chiffres. Parce qu'on peut se poser la question de comment on peut créer des nouveaux emplois, comment on peut améliorer la situation du chômage quand nos parts de marché ont perdu à peu près 50% dans les à peine 20 ans qui viennent de s'écouler, comment notre emploi peut redémarrer quand le nombre d'entreprises exportatrices a diminué depuis 10 ans. Il y a à peu près 120 000 entreprises exportatrices contre 130 000 il y a 10 ans. On peut se poser la question de comment notre emploi peut repartir quand 80% des flux existants à l'export ne sont que l'amplification des flux existants. Autrement dit, quand la France ne crée plus, n'innove plus, n'est plus en conquête de parts de marché. Et c'est vraiment un sujet central. Et je crois que la corrélation est intéressante. Et je vous invite, chers collègues, à lire la note récente du Conseil d'analyse économique qui dit justement qu'il y a une érosion catastrophique aujourd'hui de l'influence et de la dynamique économique de nos entreprises, de nos produits à travers le monde. Et on a probablement là l'explication centrale de l'érosion de l'emploi et des difficultés notamment en termes de chômage structurel. Le Conseil d'analyse économique pose 2 questions. Il appelle à revoir probablement l'efficacité du CICE en disant finalement le CICE, en allant jusqu'à 2,5 fois le SMIC, crée une forme d'inflation sur les salaires au-delà d'1,5 fois et détruit
la compétitivité prix. C'est, je crois, une vraie question. L'autre question, c'est sur les mesures structurelles, mais la question du CICE est probablement une question stratégique à revoir d'urgence par rapport à la compétitivité de nos entreprises. Merci. La parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Fromentin. Vous avez, à travers votre question et l'explication même de vos propos, apporté l'une des réponses très pertinentes à la question intantinée démagogique de votre prédécesseur sur les résultats que nous constatons. Parce que oui, les miracles ne se feront pas en un jour. Les miracles ne se feront pas en un jour. Et vous avez absolument raison de souligner le fait que notre économie ne retrouvera de véritable marge de manœuvre que si nous réussissons à gagner la bataille, précisément, du commerce international et de l'attractivité. Alors, pour ce faire, il y a en effet plusieurs leviers. Le premier, c'est la compétitivité coût. Parce que la situation dans laquelle nous avons trouvé notre économie, c'est celle des entreprises qui avaient des marges historiquement basses et qui sortaient d'une décennie par rapport à leurs compétiteurs allemands, durant laquelle elles avaient progressivement perdu des marges et elles avaient progressivement, justement, perdu des marchés. Et donc, le CICE, puis le pacte de responsabilité et de stabilité, sont des éléments, précisément, de réponse aux points que vous évoquez. Alors, il faut maintenant les exécuter, année après année. Depuis le 1er janvier de cette année, nous avons des baisses de charges sur les bas salaires et cela permettra d'articuler et de progressivement déployer ce retournement. À cela s'ajoutent les mesures en faveur de la compétitivité hors coût, qui est absolument fondamentale pour traiter le problème que vous évoquez. La compétitivité hors coût, elle passe par le maintien du crédit impôt recherche, qui a été constamment soutenu et stabilisé. C'est comme ça que nos entreprises, comme les entreprises étrangères investissant en France, eh bien, progressivement montent en gamme. C'est ensuite la possibilité précisément d'investir sur l'appareil productif. Le suramortissement fiscal est une réponse extrêmement importante qui permettra d'accélérer ce retournement. C'est enfin le déploiement des financements adaptés à travers les 8 milliards que la Banque publique d'investissement va mettre sur le pré-développement et la nouvelle France industrielle qui, là aussi, permet la montée en gamme. Mais vous avez raison, la bataille pour la compétitivité et l'attractivité, elle est clé pour gagner contre le chômage. Merci. La parole est à Monsieur Gérard Cherpion. Oui, Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, 26 600 demandeurs d'emploi de plus en catégorie A, plus de 54 400, toutes catégories en avril. Depuis son élection, la politique de François Hollande a conduit 1 024 000 personnes à Pôle emploi. 1 024 000 personnes. Et alors que le chômage atteint un record, vous êtes dans le déni et votre calendrier d'inaction le prouve. Le jour même de la publication de ces chiffres, vous consultez les partenaires sociaux à Matignon. Qu'en est-il ressorti? Rien, selon les participants, si ce n'est un Conseil des ministres le 9 juin pour peut-être intégrer en dernière minute des mesurettes dans des projets de loi déjà votés en première lecture. Nous apprenons en tout cas que vous misez sur les TPE et PME. Pourtant, vous les assommez de nouvelles règles, tant administratives que financières. Pourquoi, si ce sont des viviers de création d'emplois, comme nous le pensons et le disons, chaque semaine, ne leur faites-vous pas confiance? C'est de confiance dont ont besoin les chefs d'entreprise, c'est de confiance dont ont besoin les salariés. Votre méthode est toujours la même, prendre l'argent de la poche des Français pour l'injecter massivement dans les contrats aidés. Ainsi, 100 000 nouveaux contrats aidés sont annoncés. Monsieur le Premier ministre, dois-je vous rappeler le nombre de demandeurs d'emploi dans notre pays? 3 794 000 en catégorie A, à n'avoir aucun travail. 5 645 000, toutes catégories confondues. Pensez-vous que ce sont 100 000 contrats qui sont la solution? Bien sûr que non. C'est un sparadrap que vous apposez pour masquer une augmentation de chiffres catastrophiques concernant notamment le chômage des jeunes et celui des seniors qui, inexorablement, continue à progresser. Au lieu de gâcher l'espoir des Français, vous devriez réinjecter leur argent dans les entreprises qui sont les seules capables à créer des emplois durables et de la croissance. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous aviez dit aimer l'entreprise. Prouvez-le. Quand allez-vous enfin sortir de vos mesures pansements et proposer aux Français des mesures courageuses? Merci. La parole est à Monsieur François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Gérard Cherpion. Effectivement, votre question n'englobe pas, comme l'avait fait le député Fromentin tout à l'heure, les raisons des difficultés auxquelles notre pays est confronté. Cela a été fort bien rappelé par le ministre de l'Économie. Cela fait 10 ans, un peu plus de 10 ans,
que nos entreprises perdent leur compétitivité dans leurs relations avec l'étranger. Cela fait plus de 10 ans que leur situation se dégrade régulièrement et vous n'avez pas beaucoup agi puisque la situation que nous avons trouvée au niveau économique et que vous connaissez, c'était, je voudrais vous rappeler les 3 derniers chiffres qui sont intéressants. C'était une croissance zéro au premier trimestre 2012 et moins 0,3 de croissance au deuxième trimestre 2012. C'est l'héritage que vous nous avez laissé. Et face à cela, le gouvernement agit dans une conjoncture qui est difficile. Avec le rapport de Louis Gallois, nous avons commencé à rétablir les marges des entreprises. Et les résultats économiques que nous voyons en ce moment sont le produit de cela. Ces entreprises rétablissent d'abord leurs marges, et vous le savez pertinemment, pour regagner des parts de marché. Et le décalage est là, avec le chômage et la création d'emplois. Alors pour lutter contre cela, bien sûr, nous prenons des dispositions, et le gouvernement combat. Il crée aujourd'hui beaucoup de formations pour les demandeurs d'emploi. Il utilise les emplois aidés, c'est vrai. Et vous pouvez les critiquer, mais quand j'ai regardé combien vous en aviez utilisé pendant le premier semestre 2012, où vous avez consommé près de 350 000 emplois aidés, vous êtes malvenu pour venir nous donner des leçons aujourd'hui. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Laurent Grandguillaume. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Le choc de simplification se poursuit. Plus de 90 mesures nouvelles ont été présentées ce lundi par Thierry Mandon et vous-même. 40 d'entre elles visent à améliorer le quotidien des Français et 50 permettront de faciliter la vie des entreprises dans le domaine de l'hôtellerie-restauration, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine du commerce et de l'agriculture. C'est une politique qui fait ses preuves. Parmi les mesures déjà effectives, on pourrait énoncer la non-rétroactivité fiscale, la simplification de la signalétique de tri, la simplification du transfert de sièges des SARL, ou encore l'expérimentation des marchés publics simplifiés. Le recours à l'apprentissage a également été facilité récemment par 2 nouveaux décrets. Et un programme justement de simplification ambitieux est mené pour simplifier et alléger les normes de construction que la réglementation a accumulées depuis des dizaines d'années dans un grand nombre de domaines. Le choc de simplification voulu par le président de la République depuis 2 ans s'engage et continue avec plus de 400 mesures et 3,3 milliards d'euros d'économies. Aussi, Monsieur le Ministre, je souhaiterais connaître le calendrier de mise en œuvre des mesures qui touchent justement la limitation de la surtransposition des directives européennes, une mesure importante, et également sur la question du code des marchés publics, puisqu'il y a des simplifications qui sont attendues. Quel va être le calendrier de mise en œuvre ? Et comme nous avons beaucoup à apprendre de nos amis allemands, je voudrais en profiter, puisque Patrick Bloch nous l'a indiqué, que des collègues de la commission culture du Bundestag sont présents derrière nous, et nous tenons aussi à les saluer et à saluer leur présence. Merci. La parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député Grandguillaume. Je vous remercie. Comme vous venez de le rappeler, donc Thierry Mandon, hier, a présenté une nouvelle vague de mesures de simplification. Nous étions avec Madame Rossignol, Madame Neuville autour de lui pour précisément détailler les 92 mesures qui sont le 3e train de mesures de simplification qui font suite précisément donc à la volonté lancée par le président de la République il y a maintenant plusieurs semestres d'avancer en cette direction. Ce sont des mesures importantes et je veux ici le rappeler parce que je crois que d'abord ce sont des mesures extrêmement consensuelles qui vont au-delà de tous les clivages et simplifier notre économie, c'est la rendre à la fois plus efficace et plus juste. Parce que la complexité, elle ralentit. La complexité, souvent, c'est de la règle qui est devenue injustifiée, obsolète ou qui crée précisément des rigidités. Et puis c'est plus juste parce que ceux qui, précisément, s'accommodent de la complexité, ce sont les plus gros, ceux qui ont les moyens d'y faire face. Alors, ces 92 mesures s'inscrivent donc dans un chantier de mesures de simplification qui a été poursuivi, piloté par Thierry Mandon, avec un travail important du Conseil de simplification à ses côtés. Le
le gain estimé, les économies estimées, puisque vous m'interrogez là-dessus, ont été évaluées par une commission indépendante qui les estime à 3,3 milliards d'euros pour les entreprises, les collectivités territoriales et les particuliers depuis septembre 2013. Parmi ces mesures, donc, nous avons décidé, d'une part, d'empêcher les surtranspositions réglementaires au niveau national, les surtranspositions de la norme européenne. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, et ça vaut à partir de maintenant, eh bien, le gouvernement devra justifier par un rapport le fait qu'il vienne surtransposer des normes européennes, ce qui inverse la charge de la preuve et simplifiera. Pour ce qui est de la commande publique, eh bien, d'ici l'été, nous publierons, en vertu de la loi de décembre, précisément 2014, un code simplifié avec un allotissement pour les PME et plus de numérique. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Charles-Ange Ginesi. Monsieur le Premier ministre, le dernier rapport de la Cour des comptes sur le budget de l'État en 2014 fait le constat sévère d'un déficit qui augmente de 10,7 milliards d'euros, avec une réduction des recettes nettes et une augmentation des dépenses du budget général. Monsieur le Premier ministre, ce déséquilibre budgétaire traduit l'échec total de votre politique. Or, depuis 3 ans, vous êtes au pouvoir. Les chiffres sont toujours mauvais. Et pire, ils n'ont cessé de se dégrader. Et vous êtes seul responsable. Vous étouffez l'économie de notre pays. L'UMP hier, les Républicains aujourd'hui, les élus locaux, les Français vous demandent chaque jour de changer de politique. Après le temps des écrans de fumée, mariage pour tous, réforme territoriale, qui ne répondent en rien aux urgences et aux difficultés du moment, vient le temps de la loi Macron ou de la transition énergétique, qui, par manque de dialogue, sont vidés de leur contenu au lieu d'être améliorés dans les débats. Au-delà du déficit, tous les indicateurs sont dans le rouge. Une croissance nulle, quasi nulle, contrairement à ce que vous dites. Un chômage dramatique, plus 641 000 chômeurs depuis l'arrivée du président Hollande. Ce matin, vous nous répondez avec 100 000 contrats aidés. Un masque augmentant le déficit et ne créant pas d'emplois durables. Ce que les Français attendent, des emplois par des contrats de travail adaptés, doper nos entreprises par une réforme radicale du Code du travail, par une simplification des démarches administratives. Votre projet de dématérialisation, le choc de la simplification par le numérique n'étant qu'un moyen facilitateur qui ne supprime en rien les contraintes. Alors les Français subissent la triple peine. 81 milliards d'impôts supplémentaires. Quand est-ce que vous allez changer de politique, Monsieur le Président ? Ginesi, la parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Ginesi, votre question, vous l'avouerez vous-même, était un peu fourre-tout. Mais j'aimerais répondre à certains aspects qui ne me paraissent pas être conformes à la vérité. Je voudrais vous féliciter de lire les rapports de la Cour des comptes. Vous devriez d'ailleurs les relire rétrospectivement au cours de ces dernières années et vous en tireriez beaucoup d'enseignements quant à la qualité, ou plus exactement l'absence de qualité, de la gestion de vos prédécesseurs ici sur ces bancs et au gouvernement. Mais disons les choses clairement. Si vous lisiez les rapports jusqu'au bout, si vous lisiez les rapports de la Commission, du Fonds monétaire international, de l'OCDE, du Haut Conseil des finances publiques, qui est d'ailleurs présidé par le premier président de la Cour des comptes, que diriez-vous si vous disiez la vérité? Vous diriez les déficits en 2014 ont diminué, là où ils n'avaient cessé d'augmenter au cours des années précédentes. En 2012, ils ont diminué. En 2013, ils ont diminué. En 2014, ils ont diminué. Et en 2015, 2016, 2017, ils continueront à diminuer. Là où vous les aviez laissés à plus de 5%, nous saurons les ramener à moins de 3% de déficit par rapport au PIB. Deuxième chose, monsieur le député, la question de la maîtrise des dépenses publiques, qui est fondamentale, car nous ne pouvons pas continuer à diminuer les déficits, diminuer les impôts comme nous avons commencé à le faire en 2014 et nous continuons en 2015 et nous continuerons en 2016. Nous ne pouvons pas financer
nos dépenses prioritaires, je pense en particulier à l'éducation ou à la défense, sans maîtriser et diminuer nos dépenses publiques. Et c'est ce que nous faisons, ce que nous avons fait. En 2014, monsieur le député, regardez les chiffres par tous les bouts. Les dépenses de l'État qui sont à la main du gouvernement ont diminué de 3,3 milliards d'euros. C'est ça la vérité. Et nous continuerons à le faire, car c'est le seul moyen de remettre la France dans le droit chemin de la bonne gestion et donc la croissance Merci, économique monsieur le et de la ministre. création La d'emplois. parole est à monsieur Pascal Terrasse. Et Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie, de l'Industrie et du numérique. Ce matin même, l'intersyndicale d'Areva a appelé les salariés à une grève qui a été particulièrement suivie de partout en France. L'ampleur des pertes qui ont été annoncées le mois dernier et qui représentent 4,8 milliards d'euros pour 2014 sont un sujet majeur de préoccupation pour les salariés et évidemment pour les territoires des sites qui sont concernés par Areva. Je pense ici en particulier au territoire drômois de Tricastin. Cette inquiétude forte, notre majorité doit l'entendre, Monsieur le ministre. Elle doit construire au redressement de ce fleuron économique et technologique français. C'est indispensable, évidemment, pour préserver un savoir-faire utile à notre pays, mais pas seulement, et pour limiter, évidemment, les conséquences sociales des difficultés rencontrées par l'ensemble de ce groupe formidable. Monsieur le ministre, le plan de recapitalisation doit permettre un retour à l'équilibre selon le président à l'horizon 2018. Je parle du président d'Areva, évidemment. Depuis plusieurs mois, le gouvernement travaille pour limiter les pertes d'emplois et donc reconstruire une stratégie redonnant de la force et de la cohérence à l'ensemble de la filière nucléaire française. Pendant trop longtemps, les acteurs français du nucléaire ont joué les uns contre les autres. Je tiens ici à rappeler que des actifs rentables en 2010 et en 2011 ont été cédés sous la précédente majorité qui ont impacté inévitablement les comptes financiers de cette entreprise. Monsieur le ministre, solidaire avec les salariés, solidaire avec les territoires, solidaire avec les entreprises sous-traitantes, nous souhaiterions savoir quelle est la politique du gouvernement à l'égard de cette belle et grande société française. Merci. La parole est à monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Terrasse. Vous avez parfaitement raison de souligner la gravité de la situation et l'inquiétude qui est celle de salariés. J'ai eu l'occasion, il y a quelques semaines, de recevoir l'intersyndicale pendant 2 heures et j'ai pu mesurer à quel point, en effet, d'une part, ils étaient inquiets et d'autre part, la multiplication d'une communication de plusieurs entreprises sur le sujet était inappropriée à la situation qui était la leur. D'abord, pour dire, je ne reviendrai pas, nous avons plusieurs fois eu l'occasion de nous exprimer sur le sujet. Areva est dans cette situation parce qu'il n'y a pas eu de politique nucléaire pendant plusieurs années en France et à l'international. Et l'incohérence de la filière nucléaire a produit ce résultat précisément. Depuis 2012, nous y avons mis bon ordre à l'international. Et aujourd'hui, ce sont les résultats d'incohérence, de choix, d'erreurs stratégiques et industrielles qui sont payés. Dans cette situation, la décision, et le Premier ministre a eu l'occasion depuis plusieurs semaines de le dire à plusieurs reprises ici même, en aucun cas les salariés ni l'entreprise ne seront les victimes de ces erreurs du passé. Et avec Ségolène Royal, Michel Sapin, François Rebsamen et Laurent Fabius, nous travaillons au quotidien pour reconstruire la cohérence et les ambitions de la filière. La priorité, c'est précisément de reconstruire l'ambition et la cohérence de la filière nucléaire et un vrai plan industriel pour cette filière et pour Areva. Et donc, pour ce faire, c'est redonner de la cohérence à la filière nucléaire sur le plan national. Les relations entre Areva et EDF, ce que nous sommes en train de clarifier. La clarification, à l'issue de la loi transition énergétique, sur précisément le programme de grand carénage et les investissements qui seront faits. Et à l'international, une cohérence de cette filière pour aller sur les grands marchés export. Ensuite, ce sont les efforts qui devront être faits dans l'entreprise, mais sans licenciement et en préservant précisément les sites productifs et leur sûreté. Nous l'avons constamment rappelé, je veux ici le rappeler. Enfin, l'État prendra ses responsabilités parce qu'il faudra vraisemblablement recapitaliser l'entreprise. Vous avez raison, mais ça n'est pas un préalable. Nous recapitaliserons une entreprise plus forte dans une filière plus forte. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Alain Marceau. Merci, Monsieur le Président. Il y a 3 ans, à Toulouse, 3 militaires sont assassinés parce qu'ils sont militaires. 3 enfants et un maître sont assassinés
parce qu'ils sont juifs. Mais l'ennemi, ce jour-là, avait un visage, n'est-ce pas? Il s'appelait Mohamed Merah. Depuis lors, cette famille, il faut dire, nous a surpris. La sœur et le beau-frère et quelques autres sont partis en Syrie, avec l'argent des allocations familiales d'ailleurs pour faire le djihad. Et oui, je sais, ça vous gêne, ça vous gêne. S'il vous plaît. Et j'allais dire bon débarras, mais voilà que le père réapparaît depuis quelques jours, plutôt depuis le début de l'année. C'est celui, souvenez-vous, qui avait déposé plainte contre X contre la police nationale, accusé d'avoir assassiné son fils. Nous découvrons avec stupéfaction qu'il vient de bénéficier d'un visa temporaire, de séjour, et qu'il a demandé sa régularisation en France, sans doute d'ailleurs pour y percevoir quelques allocations supplémentaires, et en tous les cas pour y poursuivre ses procédures contre la police nationale. Un refus lui a été signifié, avec obligation de quitter le territoire. Bien évidemment, il se maintient en France. C'est une nouvelle insulte jetée à la face des familles, laquelle ravive le souvenir de leur drame, comme vient de le déclarer la mère d'Imad Zuaten, l'un des militaires assassinés. Alors, question. Quand comptez-vous procéder à l'expulsion de cet individu vers son pays d'origine, à savoir l'Algérie? Deuxièmement, qu'a fait notre pays? Qu'a fait notre pays, la France, pour subir et accepter de telles humiliations et affronts de la part des familles des assassins? Ce n'est pas ma République, ce n'est plus ma France. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Marceau, la République qui devrait nous unir tous face au drame qu'ont vécu les familles dont vous avez parlé à l'instant, c'est une République de la dignité, du respect du droit et face à de tels événements, une République du rassemblement. Je n'ai trouvé rien de tout cela dans le ton de votre question qui empruntait à la démagogie, à l'approximation, à l'outrance, à l'amalgame et pourquoi ne pas le dire, à la contre-vérité, mais j'ai compris que tout cela est la marque de fabrique de l'organisation politique à laquelle vous appartenez, puisque j'ai constaté à l'occasion de son congrès sur les questions dont vous avez parlé qu'elle était en train de transformer une très belle marque en une entreprise de contrefaçon. Oui, une très belle marque en une entreprise de contrefaçon. Et je vais le démontrer en prenant point par point tout ce que vous venez de dire. D'abord, monsieur le député, si le père de Mohamed Merah a pu séjourner en France et est revenu en France, c'est parce que depuis 30 ans, il bénéficiait d'un titre de séjour qui, la dernière fois, a été renouvelé en 2005. Et le Premier ministre de l'Intérieur qui a décidé de mettre fin à ces titres de séjour, c'est votre serviteur. Il aurait été bon que dans votre question vous le disiez, ça aurait été républicain, ça aurait été net, ça aurait été convenable. Il aurait été bon aussi que dans votre question vous indiquiez que lorsqu'il y a le refus de l'attribution du renouvellement d'une carte de résident, ça vaut autorisation, obligation de quitter le territoire et que cette obligation est désormais exécutoire et qu'elle sera exécutée. Voilà la vérité et voilà les mensonges qui ont inspiré votre question. Merci, Monsieur le Ministre. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Philippe Folliot. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui s'ouvre à Paris une conférence internationale sur Daesh. Jamais, depuis le nazisme de si sinistre mémoire, l'humanité n'a été confrontée à un tel péril. Daesh, ce n'est pas un groupe terroriste, mais une puissante organisation aux moyens financiers considérables, avec 50 000 combattants puissamment armés, aguerris et déterminés, qui font régner la terreur de la charia sur un territoire grand comme les 2 tiers de la France, à cheval entre l'Irak et la Syrie. L'enjeu est de taille, parce que 15 000 fanatiques étrangers, dont plus de 1 000 Français, ont déjà grossi les rangs de Daesh et sont autant de menaces terroristes potentielles lors de leur retour au pays. Au-delà d'asservir les populations, d'annihiler toute résistance, de bafouer les droits de l'homme, d'embrigader la jeunesse et de réduire les femmes en esclavage, Daesh détruit tous les symboles de la civilisation, au premier rang desquels des trésors exceptionnels pour nombre d'entre eux inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Après
Palmyre et Ramadi ces derniers jours. L'emprise de l'État islamique ne cesse de s'étendre. Et, faute d'intervention au sol, les seules frappes aériennes de la coalition internationale montrent cruellement leur inefficacité. On paye ici cash les erreurs du passé, tant en Irak qu'en Syrie. C'est donc la stratégie des alliés en général et des Américains en particulier qui se trouve remise en cause. À l'heure où la France est déjà massivement engagée en opérations extérieures et sur le territoire national, Monsieur le Premier ministre, la défense est une mission régalienne de l'État et doit, plus qu'elle ne l'est, être une priorité, y compris budgétaire. Ma question est simple. La France a-t-elle la volonté, et si oui, les moyens d'intervenir plus efficacement aux côtés des alliés contre le monstre Daesh? Merci. La parole est à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le député Folio, ce matin, j'ai présidé avec le Premier ministre irakien et le sous-secrétaire d'État américain une réunion de la coalition contre Daesh. Il y avait là plus de 20 nations représentées et nous avons fait un bilan lucide, comme vous le faites, de ce qui se passe sur Daesh. Je le dis souvent, ce sont de faux religieux et de vrais criminels. Et il faut les combattre d'une manière implacable. Et ce combat, vous avez raison de souligner, sera long. Mais il n'est pas question de barguigner sur quelques moyens militaires que ce soit. Dès lors qu'il y aurait des moyens engagés, nous les engageons, et vous le savez bien en Irak. Et le problème, Monsieur Folio, vous qui connaissez bien ces questions, c'est que d'une part, il faut une détermination sans faille. Et s'agissant de la France, elle est là, vous le savez tous. Mais il faut aussi arriver à réunir les conditions politiques. Et chacun ici doit savoir qu'on ne peut pas séparer le militaire du politique. Et cela veut dire, et nous l'avons dit ce matin, d'une manière unanime, qu'en ce qui concerne l'Irak, il faut que le gouvernement irakien ait une pratique inclusive, car c'est des Irakiens d'abord que viendra la lutte contre Daesh. Et en matière de Syrie, c'est la même chose. Il faut une solution politique. Et la France, on n'a pas besoin de le dire sur les tréteaux, travaille à cette solution politique avec tous, y compris, on en parlait tout à l'heure, dans un autre contexte, avec la Russie. Monsieur le député Folio, ce n'est pas une question de moyens militaires, car lorsqu'il s'agit de défendre la liberté, la France mobilise toujours les moyens qu'il faut. Mais c'est une question de détermination et de création des conditions politiques. Et croyez que pour cela, la France est tout au premier rang, et ce n'est pas un hasard. Vous en conviendrez que ce soit en France qu'a eu lieu ce matin la conférence mondiale de la lutte contre Daesh. La parole est à Madame Marianne Dubois. Oui, merci Monsieur le Président. Avant de poser ma question au Premier ministre, je voulais rebondir sur la question qu'a posée mon collègue Marceau. Et on voulait savoir quand aurait lieu exactement l'expulsion du Monsieur Mera. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. S'il vous plaît. La semaine passée, dans le plus grand secret, nous avons découvert à la lecture du journal officiel qu'un arrêté en date du 14 mai dernier, aussi surprenant que consternant, diminuait la moitié du taux annuel de l'aide de la bourse au mérite, passant ainsi de 1 800 € à 900 €. Il est précisé que les étudiants boursiers déjà bénéficiaires de cette aide en 2014 et 2015 toucheront 1 800 €, mais ceux qui passent leur bac en 2015 ne toucheront plus que 900 €. Alors que des députés de tous les bancs s'étaient mobilisés pour défendre la jeunesse méritante, une circulaire du ministère de l'Éducation nationale, publiée le 26 février au Bulletin officiel, annonçait le rétablissement de la bourse au mérite accordée aux jeunes bacheliers, ceux obtenant une mention très bien au baccalauréat 2015, à condition d'avoir également droit à une bourse sur critères sociaux. Est-il besoin de rappeler qu'en juillet dernier, le ministère de l'Éducation nationale avait programmé la suppression progressive de cette bourse dans le cadre d'un redéploiement des aides étudiantes? Mais en octobre 2014, le Conseil d'État vous rappelait à l'ordre en suspendant provisoirement cette disposition sur le fondement d'un doute sérieux quant à sa légalité, ce qui vous a d'ailleurs conduit à rétablir cette bourse. Monsieur le Premier ministre, vous qui n'avez de cesse de parler de l'égalité républicaine, cette décision est un mauvais signal envoyé à notre jeunesse qui veut réussir, qui veut parfaire son parcours scolaire pour s'insérer dans notre société. Nous regrettons votre attitude et votre choix arbitraire et nous vous demandons solennellement de revenir sur votre décision à 15 jours des épreuves du baccalauréat. Merci. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame
la députée Dubois, je prends note de votre sollicitude à l'égard des étudiants. Je ne doute pas qu'elle ira droit au cœur de ceux qui ont attendu pendant des années vainement que vous leur versiez le 10e mois de bourse que vous leur avez promis et jamais financé, de ceux qui ont vu leur pouvoir d'achat s'affaisser, la pauvreté et le mal logement les envahir ces dernières années au point que certains d'entre eux ont renoncé à faire des études ou renoncé à se soigner, sans que cela, à ma connaissance, vous ait ému outre mesure. Vous commentez donc notre politique de bourse. Je veux bien y revenir. Je le confirme, Madame Dubois, nous n'avons pas la même politique que vous. Il ne s'agit pour nous ni de faire la charité, ni de nous exonérer à bon compte de nos responsabilités à l'égard de tous les étudiants en nous contentant d'en aider quelques-uns pour se donner bonne conscience. Alors oui, ça vous a visiblement échappé. Depuis 2012, ce gouvernement a investi 450 millions d'euros dans les bourses étudiantes. 450 millions d'euros supplémentaires qui ont permis, par exemple, d'aider 130 000 étudiants supplémentaires de classe moyenne à hauteur de 1 000 euros par an, eux qui auparavant ne bénéficiaient de strictement rien, qui ont permis par ailleurs d'augmenter de 800 euros par an les bourses de ceux aux revenus les plus faibles, ou encore de verser à 2 000 étudiants une allocation d'autonomie de 4 000 euros par an lorsqu'ils sont en rupture familiale avérée. Alors, Madame la députée, oui, notre politique est ambitieuse parce que nous avons pour ambition d'amener 50% d'une classe d'âge à être diplômée de l'enseignement supérieur. Dans ce cadre, nous avons décidé à la fois d'élargir le nombre des bénéficiaires des bourses et de continuer à donner un coup de pouce à ceux qui ont fait des efforts. En effet, les mentions très bien continueront à percevoir 900 euros de plus par an pendant 3 ans. Le mérite et la réussite du plus grand nombre, c'est conciliable. Merci. La parole est à Madame Valérie Fourneron. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international, et revient sur la situation sur le terrain en Irak et en Syrie, qui n'a jamais été aussi fragile et alarmante. Au début de l'année, grâce aux frappes aériennes de la coalition, nous avions entretenu l'espoir de voir refluer les terroristes fanatiques et sanguinaires de Daesh. Mais le fléau de l'obscurantisme et de la folie meurtrière est reparti à l'offensive. L'aéroport de Sirte en Libye, Ramadi, Palmyre, des verrous stratégiques sont tombés aux mains de l'État islamique qui a désormais la main sur un large territoire à cheval sur la Syrie et sur l'Irak. Cette continuité territoriale du califat menace Bagdad à l'ouest, Homs et même Damas à l'est. Le macabre bilan des exactions de Daesh est effarant. Des centaines de milliers de morts sur des décombres fumants, des charniers comme à Tikrit, des minorités persécutées, un patrimoine archéologique inestimable détruit, des familles jetées sur les routes pour fuir la cruauté délirante des djihadistes. L'opposition des forces locales pour enrayer cette progression sur le terrain apparaît faible et désorganisée, impuissante à empêcher Daesh de prospérer. Le régime de Bachar el-Assad combat le mal par le mal en multipliant les bombardements qui tuent des centaines de civils. Dans la tourmente, la France continue à assumer toutes ses responsabilités pour mobiliser la communauté internationale et endiguer la barbarie. Ce matin, s'est tenue à Paris une nouvelle réunion des ministres et des institutions internationales engagées dans la coalition contre Daesh. L'occasion de faire le point sur notre stratégie commune contre les djihadistes. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire quelles ont été les conclusions de vos discussions? Comment allons-nous proposer des moyens plus efficaces pour entraver l'avancée de Daesh, assécher ses soutiens financiers? Comment parvenir à des solutions politiques durables pour résoudre la crise irakienne, parvenir à une Syrie libre et intègre, seule façon de lutter efficacement contre le groupe terroriste. Merci Madame Fourneron. La parole est au ministre des Affaires étrangères. Madame la députée Valérie Fourneron, ce matin, comme je le disais en réponse à votre collègue Monsieur Folliot, j'ai donc co-présidé une réunion internationale de lutte contre Daesh. Et en présence du Premier ministre irakien, nous avons fait un bilan lucide, parce qu'il faut toujours être lucide et sans complaisance, sur la situation. Il y a eu récemment des revers qui ont les noms que vous avez cités, Ramadi, Palmyre et d'autres cités encore. Mais nous avons insisté, et ce n'est pas pour enjoliver le tableau, sur le fait que nous savions tous qu'il s'agissait d'un combat de longue haleine. Alors nous avons pris un certain nombre de décisions sur le plan militaire, sur le plan politique. Sur le plan militaire d'abord, le Premier ministre irakien nous a présenté son plan
pour reconquérir la région d'Anbar et en particulier Ramadi, situé au nord de Bagdad. Et c'est un plan articulé, très précis, et nous avons, avec l'aide des militaires qui étaient là, discuté ce plan et nous l'avons soutenu. Deuxièmement, sur le plan politique, le Premier ministre irakien s'est engagé à appliquer les mesures dites inclusives qu'il avait proposées dans le passé, mais qui, et de loin, n'ont pas toutes été appliquées. Et il y a là des mesures qui sont absolument indispensables pour que toute la population, à commencer par les sunnites, soutienne le combat. Car si les sunnites ont le sentiment que le gouvernement ne protège pas leur communauté, alors ils n'iront pas au soutien de l'armée et au contraire verront une certaine proximité avec Daesh, qui lui-même est sunnite. Troisièmement, et c'est quelque chose de tout à fait nouveau, nous avons intégré dans notre plan ce qui concerne les minorités, et vous verrez des décisions sur ce point. Et quatrièmement, la directrice générale de l'UNESCO nous a fait des propositions. Bref, je crois que c'est une réunion utile, sans concession, mais notre détermination est absolument entière. La parole est à Madame Michèle Bonneton. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. Après le 11 janvier et dans les contrats de ville, les associations sont considérées comme des pivots, des relais indispensables de l'éducation citoyenne. Une part de la dotation de solidarité urbaine est réservée aux associations. On constate que cette part diminue. Le secteur associatif est une vraie richesse pour notre société. Il est dynamique, innovant et emploie 1,5 million de salariés. La plupart des associations employeuses ayant moins de 10 salariés. Or, il a été annoncé mardi 26 mai un projet d'ordonnance visant à supprimer le dispositif Impact Emploi Association au profit du seul chèque emploi associatif, rapprochant ainsi les associations des entreprises. Comme le note le collectif des associations citoyennes, ce dispositif Impact Emploi Association apporte une aide importante aux petites associations, des formations, des appuis techniques ainsi qu'une aide financière. Bien que la récente loi sur l'économie sociale et solidaire ait mieux reconnu les associations et sécurisé juridiquement le dispositif de la subvention, on constate sur le terrain que le financement des associations est sinistré, principalement suite à la baisse des dotations collectivités locales, ce qui aura des conséquences négatives sur l'emploi, sur le dynamisme de notre société, sur le lien social, l'éducation à la citoyenneté, ainsi que sur le fonctionnement de notre démocratie. Madame la ministre, allez-vous retirer le projet d'ordonnance de suppression du dispositif Impact Emploi Association et proposer un moratoire sur le financement? Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Bonneton. Concrètement, le dispositif que vous évoquez, le dispositif Impact Emploi, a été créé en 1998 avec la volonté de simplifier les démarches administratives vis-à-vis de l'URSSAF des petites associations. Les petites associations, c'est-à-dire celles qui emploient moins de 10 salariés, peuvent désigner un tiers de confiance et l'URSSAF met à la disposition de ce tiers de confiance un dispositif, un logiciel de paye qui permet de réaliser l'ensemble des formalités et des déclarations sociales. Ainsi, l'association n'a pas besoin de se préoccuper de l'ensemble de ces démarches administratives. L'ordonnance à laquelle vous faites allusion et qui paraîtra dans quelques semaines a de manière plus générale la volonté de simplifier les démarches administratives de l'ensemble des employeurs. Et c'est dans ce cadre-là qu'avait été envisagée la fusion du dispositif Impact Emploi Association et du CESU pour les associations. Nous avons bien entendu les préoccupations qui ont été exprimées par des associations qui disent qu'elles trouvent toute satisfaction dans le dispositif tel qu'il existe. Et donc, Madame la députée, je peux vous annoncer
que le dispositif Impact Emploi pour le secteur associatif ne sera pas modifié, restera en l'état et les associations peuvent donc être satisfaites de voir ce dispositif tel qu'elles l'ont apprécié au cours des dernières années maintenu en l'état. Merci. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue pour quelques minutes.